Le saviez-vous? Il existe un quasi-film d'horreur dans l'univers d'Astérix. Un film qui a laissé une empreinte indélébile pour tous ceux qui l'ont vu enfant et qui n'a pas hésité à secouer le spectateur. Je parle bien entendu d'Astérix et le coup du menhir, réalisé par Philippe Grimont. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle chronique rudimentaire où l'on va parler du film le plus sombre, le plus effrayant et le plus éblouissant de toute la saga animée d'Astérix. Car c'est bien ça qui nous vient en tête en pensant à ce film, son côté dark et son humour à froid, au point de se demander s'il s'agit bien d'une aventure du Petit Gaulois ou d'un film réalisé par Don Bluth. Il est temps de revenir sur la production de ce film très particulier. Il faut remonter à la fin des années 70. L'éditeur Dargaud, qui avait collaboré avec Goscinny et Uderzo sur le studio Idéfix, et la vénérable société Gaumont, depuis que le cinéma existe, je rappelle, s'associent pour lancer la production de nouveaux films animés adaptés des aventures d'Astérix, dont le dernier remonte à 7 ans. Cette initiative prend racine dans la séparation entre Dargaud et Albert Uderzo, qui venait de monter les éditions Albert René. Dargaud était d'accord pour céder ses droits à condition de pouvoir produire 2 longs métrages animés. Ils vont d'abord essayer d'en confier l'adaptation à une société externe, à savoir la très fameuse société Hanna-Barbera, qui avait déjà travaillé avec la Gaumont sur un autre fleuron de la bande dessinée franco-belge, Lucky Luke. Mais Albert Uderzo, l'un des deux papas d'Astérix, comprenant que l'univers et les personnages ne seraient ni compris ni respectés des Américains, met rapidement un frein. Décision est prise de réaliser les films directement au sein de la Gaumont, sous l'égide de Nicolas Seydoux, d'Alain Poiré et du scénariste et producteur Yannick Piel. Ce sera une période de recrutement massif et qui voit l'arrivée de jeunes animateurs du monde entier et issus de milieux différents, la plupart devant être formés. Il y a bien sûr des vétérans comme Bert Gehring, un réalisateur danois oscarisé, Vivian Miessen qui a travaillé pour Pichat, et Bernard Roseau qui a travaillé pour Paul Grimaud et sur les 2 films du studio Idéfix. Mais il y a aussi des jeunes qui vont apprendre le métier sur ces films, parmi lesquels Rob Stevenhagen qui sera animateur pour Amblin, Serge Elissalde, le futur réalisateur de U d'après Solo Taref, et surtout Christophe Serrand. Animateur appliqué et passionné, il deviendra un pilier des 2 studios fondés par Steven Spielberg, Amblimation et DreamWorks. Sur les 3 films Astérix de la Gaumont, il gravira les échelons, passant d'assistant animateur à superviseur d'animation. La production peut aussi compter sur des pointures du cinéma, comme Pierre Tchernia pour le scénario, Vladimir Cosma à la musique, et Robert et Monique Inardon, un couple mythique de monteurs. Un premier film, La surprise de César, de Paul et Gaëtan Brizzi, sorti en 1985. Il a été produit dans un délai restreint et avec une limite de temps imposée par Uderzo, auquel Dargaud doit s'astreindre s'il ne veut pas perdre les droits du film, même à un stade avancé. Le deuxième opus, Astérix chez les Bretons, de Pino Van Amsweerd, sortira l'année suivante. Les tournages ne se feront pas sans heure avec un changement de réalisateur pour le premier film et des frictions avec un des syndicats de l'animation, qui pestait contre les écarts de salaire entre les employés français et les employés anglophones qui étaient plus gracieusement rémunérés. Ce syndicat avait même menacé de mettre fin au projet, pour dire. Mais ça n'entravera pas l'ascension des 2 longs métrages qui trouveront leur place au box-office, cumulant chacun 1 700 000 entrées en France. Il fonctionne aussi extraordinairement en Allemagne, qui est le premier pays fan du Petit Gaulois. C'est une information d'importance puisque les films ayant fonctionné chez nos voisins germaniques, son distributeur, Jürgen Vollrabe, et sa société Extrafilm est prêt à financer un 3e film. Et ce alors que la Gaumont était presque en train de fermer son studio qu'il venait de fonder, n'ayant signé que pour 2 films et ne voyant pas grand intérêt à persévérer dans l'animation. C'est ce qui explique aussi cet écart de temps si important entre Chez les Bretons et Le Coup du Menhir. Comme les 2 premiers opus étaient bien prévus et compris dans le contrat, l'équipe et le scénario se sont montés très vite alors que sur le 3e film, qui n'était ni prévu ni désiré, il faut réorganiser l'équipe, rappeler d'anciens animateurs qui étaient partis et en faire venir de nouveaux. Christophe Serrand, qui est passé superviseur, est largement mis à contribution par la Gaumont. Entre-temps, il venait de travailler sur La Table Tournante, réalisée par Jacques Demy et Paul Grimaud. C'est donc à lui et à Yannick Piel d'arrêter un choix sur l'album à adapter. Premièrement, ils ont ce désir de s'éloigner drastiquement de l'humour et de s'aventurer sur le terrain de l'effroi, de la terreur, se disant qu'il était tout à fait possible de divertir les enfants par le biais d'une émotion aussi intense que la peur. Voilà enfin la réponse à la question que vous devez vous poser certainement depuis des années à propos de ce film. Pourquoi est-il aussi sombre, aussi dark comme on dirait? C'était un choix parfaitement conscient et délibéré de la part de ces 2 géniteurs. Une façon de se démarquer des précédents films et de faire des choix de mise en scène vraiment forts, des propositions. Au fil des discussions, une image leur viendra en tête, celle de l'apparition du devin, issu de l'album éponyme, surgissant dans la hutte du chef Abra Raccourcix comme une ombre menaçante, comme s'il était né de la tempête qui s'abat sur le village. C'est donc cette aventure qui sera mise à l'honneur.
Pour étoffer le scénario, des éléments du combat des chefs seront ajoutés, comme la folie du druide Panoramix par la bêtise d'Obélix qui lui a lancé un menhir sur la tête, ce qui donnera son titre à ce nouveau long métrage, Le coup du menhir. Le combat des chefs qui est sans doute l'un des albums à avoir été le plus adapté, puisqu'il y a évidemment l'excellente série réalisée par Alain Chabat sur Netflix, mais aussi une monture plus ancienne et qui n'a jamais été dévoilée au grand jour. En effet, dans les années 60, lorsque Dargaud et le studio Bellevision avaient réalisé Astérix le Gaulois, le tout premier opus de la franchise, ils avaient adapté dans la foulée La Serpe d'Or et Le Combat des Chefs, qui étaient tous deux quasiment complétés. À l'origine, tous ces films devaient constituer des épisodes d'une série télé pour la télévision, avant que Georges Dargaud ne change d'avis pour les sortir au cinéma. Mais la production s'est faite complètement dans le dos de ces deux auteurs, Goscinny et Uderzo. Ces derniers autorisèrent l'exploitation d'Astérix le Gaulois, mais exigèrent la destruction du matériel et du négatif original de ces deux suites. Pour Le Combat des Chefs, le scénario et l'animation étaient finis, ainsi que les enregistrements des voix au studio Davout, qui comprenaient des comédiens comme Gérard Darrieux et Jean Paredes. Fin de l'aparté et retour aux années 80 où il faut désormais constituer une équipe pour Le Coup du Menhir. La réalisation échoua à Philippe Grimont. Diplômé de l'ESSEC, il fera son chemin dans le dessin animé. Animateur sur La Balade des Dalton, il sera assistant réalisateur sur Le Chaînon Manquant, excellent film de Pichat au passage, puis producteur exécutif sur les deux premiers Astérix. Il connaît donc très bien l'équipe et est suffisamment rodé dans le processus de conception d'un film pour être promu réalisateur. Le couple Linardon laisse le montage à Jean Goudier, qui travaillera notamment pour Jean-Paul Rapneau et qui montera un autre film Astérix presque 20 ans plus tard. Le scénario est coécrit par Adolphe Kabatek, qui est éditeur en Allemagne et qui s'est occupé de traduire les aventures d'Astérix dans la langue de Christophe Valls. Pour l'anecdote, c'est aussi lui qui avait adapté les dialogues pour les doublages allemands de La Surprise de César et d'Astérix chez les Bretons. Enfin, pour la musique, Vladimir Cosma cède sa place à une autre pointure, Michel Colombier. Compositeur émérite et ancien collaborateur de Gainsbourg, il a travaillé pour Claude Chabrol, Georges Lautner ou encore Bertrand Blier, et était sollicité tant par les cinéastes français que par Hollywood, au même titre que ses compatriotes Georges Delerue ou Maurice Jarre. Au contraire de Cosma qui avait franchement lorgné dans la franchouillardise, la musique de Colombier se voudra plus douce, plus mélodieuse et même glaçante lors des moments de terreur. La bande originale a été réalisée avec l'Orchestre Philharmonique de Budapest. L'aspect sombre du film a été largement salué par les animateurs qui s'en sont donnés à cœur joie. En dépit d'un budget très limité, ce qui se ressentira sur certains effets spéciaux comme les effets de fumée, le projet les galvanise et leur permet de s'adonner à des expérimentations, au point que le film devient presque un défouloir d'animateurs. Après deux premières expériences parfois chaotiques, ils ont eu le temps de s'entraîner et de faire leurs propres erreurs. La production se déroule donc dans un environnement relax et une organisation exemplaire, et le film put être bouclé en l'espace de 2 ans. Il sortit en France le 4 octobre 1989, mais était sorti quelques semaines plus tôt chez nos voisins helvètes, qui purent en profiter avant nous. Le tournage s'est donc déroulé sans heurts malgré la suppression d'une scène. En effet, le scénario initial prévoyait que le devin mettait carrément le feu à la forêt, un passage intense et rempli d'effets spéciaux. La scène avait été scriptée, mais sans doute à cause du budget restreint ou pour une question d'autocensure, allez savoir, elle n'a jamais été produite. Je ne saurais vous dire à quel endroit exact du film elle se situait, la forêt semblant indemne tout au long du film, sans doute après la capture du devin par les Romains. Avec tous ces talents mis à disposition et une telle ambition, inutile de dire que le film est visuellement éblouissant. L'animation est exemplaire, très fluide et se permet des folies, comme les déformations de visage sur des miroirs ou des transformations multiples. Les couleurs sont très souvent désaturées avec des dominantes ternies, ce qui confère une certaine morbidité au film. Les décors de Michel Guérin sont superbes avec une certaine attention accordée à la flore et à la faune entourant le village. C'est une thématique omniprésente dans le film, cette nature qui est à la fois belle mais aussi menaçante. Des designs du précédent film pour le Centurion et l'Option semblent être repris, mais peut-être pas tant que ça en fait. Dans l'album Le Devin, ils ont bien l'apparence qu'ils ont dans Le Coup du Menhir, et étant donné qu'Astérix chez les Bretons avait emprunté ce design pour celui du Général Motus et de C'est un lapsus, le travail était donc déjà fourni. Mais contrairement aux Bretons qui avaient emprunté des séquences à La Surprise de César, cette fois il n'y a pas eu de recyclage de scènes. Si vous prêtez attention à l'arrière-plan sur ce passage, vous pouvez voir que les légionnaires qui discutent sont repris de ce passage d'Astérix chez les Bretons. J'ai l'œil, moi. Dis donc. Un truc qui me fait beaucoup rire avec l'animation, ce sont les mouvements perpétuellement martiaux de l'Option, l'aide de camp du Centurion. Ça contribue à rendre le personnage tellement ridicule qu'il en devient génial. Pour finir sur l'ADA du film, un gros travail a été réalisé par Jean Goudier sur l'habillage sonore. Il a su appuyer l'ambiance mortifère avec des bruitages bizarres. Bravo à lui aussi pour le bruitage du ululement du hibou. Je sais pas où il est allé chercher ça, mais ça rend le volatile attachant. Et puisqu'on parle son, autant parler de la distribution vocale qui est exceptionnelle.
Chaque comédien choisi pour prêter sa voix au personnage comprend les intentions du film. On n'est pas dans une comédie délirante, mais dans une comédie plus grinçante où les personnages sont vulnérables. On a des grosses stars au casting comme Marianne Chazelle qui est parfaite en bonne mine, Julien Guillaumard qui cabotine avec bonheur sur le devin, et d'autres grands acteurs habitués au second rôle, comme Roger Lumont sur le Centurion, Patrick Préjean sur l'Option et Gérard Cross sur le Décurion volant. Pour les voix principales, bien sûr, on a un trio gagnant avec Roger Carrel qui est particulièrement brillant sur Astérix, Pierre Tornade sur Obélix et Henri Labussière qui nous livre ici sa plus grande interprétation du druide Panoramix devenu fou et riant de façon anormalement hystérique. Bon, vous l'aurez à peine deviné, mais j'adore ce film. Il est bien placé dans mon top 5 personnel de la saga et j'ai énormément de respect et d'admiration pour lui. Il est audacieux, bien réalisé et prend à contre-pied les habitudes du spectateur. Je me souviens que gamin, il m'avait paradoxalement déçu. Je m'attendais à voir Astérix et Obélix donner des baffes aux Romains à tout va, ce qui n'arrive quasiment jamais dans ce film. La seule scène de bagarre à laquelle ils ont droit se trouve hors champ et pendant le générique de début. Comme si le film nous disait « Profitez-en, c'est tout ce que vous aurez aujourd'hui ». C'est une autre mécanique intéressante de cet opus. Qu'est-ce qui se passerait si Astérix était privé non seulement de sa potion magique, mais aussi de la possibilité d'utiliser sa ruse pour retourner la situation? Bah, ça nous donne un héros très humain, qui subit l'action au lieu d'en jouer, et dont le seul but est de maintenir la cohésion du village. Ce qu'il échouera un peu à faire d'ailleurs. Il faudra attendre la guérison du druide pour que les choses reviennent à la normale, laissant les femmes du village régler leurs comptes aux méchants. Ayant été celles qui ont été le plus trompées par le devin, c'est un retour de karma. Le scénario est finalement révélateur de la psychologie des villageois. S'ils n'ont pas de pilier pour agir de façon raisonnable, ils peuvent très facilement tomber sous l'influence de manipulateurs qui pourraient les détruire. L'aspect sombre du coup du menhir n'est pas tant dérangeant, ça lui donne au contraire une identité propre. Le seul passage que je détestais étant gamin, c'était celui-là. Alors ok, Astérix s'est étouffé dans une sorte de fumée toxique, il est simplement inconscient, mais le fait qu'il soit tout blanc et inanimé, quand tu regardes le film très jeune, bah t'as l'impression qu'il est mort. Il y a quand même des gags vraiment excellents et qui sont propres au long métrage. Beaucoup de gags visuels notamment, comme Ordre Alphabétique qui fait une croix chrétienne avec ses poissons. Les textes de Goscinny sont respectés parfois au mot près, mais tournés vers l'austérité, vers quelque chose de plus solennel. Philippe Grimond ne s'est donc pas contenté de restituer l'œuvre de Goscinny et d'Uderzo, mais il l'a véritablement adapté à sa sauce. La star du film reste incontestablement le devin lui-même. Il est très ambivalent, nous apparaissant de manière brutale et nous laissant entendre qu'il est puissant et redoutable, son ombre planant sur les Gaulois. Sa personnalité réelle nous sera toutefois révélée. C'est un homme misérable et profondément lâche. C'est toujours jouissif de voir cette silhouette fantomatique, qui en aura effrayé plus d'un, devenir un bouffon à la fin. Les dernières minutes sont également riches en émotions, n'hésitant pas à conclure le film sur une note douce amère, que certains fans affectionnent tout particulièrement. Encore une fois, un pari très risqué pour un Astérix. Tous ces efforts se révéleront payants, avec un score de 1 400 000 entrées en France et 2 millions pour l'Allemagne. Bon, ce sont des résultats qui sont en deçà de ceux des deux premiers films, mais pas déshonorants non plus. Il est dommage que le film, que Feu Uderzo mentionnait d'ailleurs comme étant son préféré, ne soit pas plus cité, alors qu'il est sans doute celui qui a pris le plus de risques. Je ne déteste pas l'Empire du Milieu, qui est un film moyen mais avec de bonnes idées, mais je pense que la réalisation de Guillaume Canet aurait davantage brillé s'il s'était beaucoup plus inspiré du coup du menhir que de Mission Cléopâtre. C'est en tout cas ce qui se rapprocherait le plus de son style. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à partager vos souvenirs dans les commentaires sur ce film, qui fait partie, à juste titre, des plus grands chefs-d'œuvre de la saga. Même si je lui préfère un petit peu les 12 travaux d'Astérix. Salut! Dis Astérix, il y a des gens qui regardent la vidéo mais qui ne sont même pas abonnés. Oh, ils sont fous ces non-abonnés, hein. Ils sont fous, je te dis, hein.